Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Hackathon Rénovaction. Hackathon sur l'accélération de la rénovation énergétique à l'initiative et sous le marrainage de Madame Emmanuelle Wargon, secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire. Donc, je suis Hélène Costa, je suis adjointe au responsable de l'Ecolab, le laboratoire d'innovation publique par la donnée et par l'ouverture aux écosystèmes innovants du ministère de la Transition écologique et solidaire. Et je dois dire que je suis absolument ravie de vous accueillir au nom de tous les organisateurs de ce hackathon, le ministère de la Transition écologique et solidaire, le ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, au nom de l'ADEME et de nos 17 partenaires, l'ANAL, Enedis, GRDF, la FFB, CEREN, CSTB, le CEREMA, Grenoble Alpes Métropole, Amorce, l'IGN, Etalab et d'autres que j'oublie peut-être, mais vous avez là normalement la slide avec le récapitulatif de tous nos partenaires. Donc, comme beaucoup de premières que nous avons pu vivre depuis le début de la crise sanitaire, ce hackathon en dématérialisé est peut-être pour vous une nouvelle première. En tout cas, je dois dire que pour le ministère, c'est une véritable première pour nous et nous sommes ravis de pouvoir la vivre avec vous. J'espère en tout cas que ce format vous permettra de vivre une expérience inédite et riche. Et si ce n'était que cela, au moins je peux vous dire que la représentativité géographique que l'on a autour des participants de ce hackathon fait déjà la singularité de celui-ci. Donc, juste pour vous expliquer un peu comment se déroulera ce kick-off, il se déroulera en 3 parties. Une première lors de laquelle les organisateurs de ce hackathon et leurs partenaires vous présenteront les enjeux dans lesquels s'inscrit ce challenge. Dans un second temps, nous vous présenterons les aspects plus logistiques de l'événement, le déroulé, les prix, les jurys. Et dans un troisième temps, nous aurons une session de questions-réponses. En utilisant l'espace questions, vous pouvez déjà, au fil de l'eau, commencer à poser vos questions ou réagir en direct via le chat. Nous essaierons d'y répondre par écrit pendant ce kick-off. Et pour les questions auxquelles nous n'aurons pas pu répondre, il y aura donc cette séance de rattrapage à la fin de cette réunion de cet événement de lancement. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole aux organisateurs de ce hackathon, Monsieur Emmanuel Constantin, conseiller de la secrétaire d'État, Madame Emmanuelle Wargon, au ministère de la Transition écologique et solidaire, Monsieur Thomas Welch, conseiller du ministre en charge de la ville et du logement, Monsieur Julien de Normandie, et Monsieur David Marchal, directeur exécutif adjoint de l'ADEME. Bonjour à tous. Bonjour, merci Hélène. Bonjour à tous les participants de ce hackathon Rénovaction. Je voulais vous dire un mot d'introduction au nom de la ministre Emmanuelle Wargon, au nom du ministère, déjà vous remercier. Vous remercier tous d'être extrêmement nombreux présents. Vous êtes en fait plus de 250, chacun derrière vos écrans et vos caméras. Et vous dire donc combien on est vraiment heureux de voir que la société civile, un nombre d'entreprises, d'instituts publics se sont mobilisés autour de cette question de la rénovation énergétique et des données. Je crois que ce hackathon, il était prévu initialement fin février. Bien sûr, on a eu une période exceptionnelle qui fait qu'on a dû annuler le format initial. Et finalement, de cette difficulté, on en a fait et on va en faire, grâce à vous, une opportunité d'avoir encore plus de monde partout dans les territoires et d'avoir un événement vraiment à la hauteur des enjeux. Alors, à la hauteur des enjeux, je crois que vous le savez tous, mais il faut toujours le rappeler, les bâtiments, c'est plus d'un quart de nos émissions de gaz à effet de serre. C'est quasiment la moitié de nos consommations d'énergie. Et on a un gigantesque défi national et collectif devant nous qui est de faire en sorte que tout ce parc de bâtiments, de logements en copropriété, dans le logement social, de parcs de bâtiments publics, d'écoles, de bâtiments tertiaires privés, tout ce parc arrive à un niveau basse consommation d'ici 2050. Alors 30 ans, ça peut paraître long, mais quand on sait qu'il y a 30 millions de logements en France, finalement, ça peut paraître aussi très court. Très court parce qu'il va falloir investir énormément. Ça, c'est la politique publique qu'on mène conjointement avec le ministère du Logement notamment et le ministère dirigé par Julien de Normandie. Cette politique publique, elle vise à ce qu'on investisse massivement dans la transition énergétique du parc de bâtiments.
parce que ça coche énormément de cases. C'est-à-dire qu'au-delà de notre trajectoire climatique, c'est aussi bon pour notre économie et c'est d'autant plus important en ce moment. Et ça sera une question vraiment importante pour la relance, mais c'est aussi bon pour la solidarité nationale parce qu'on sait très bien que les personnes qui souffrent du froid, du mal logement, sont en général les plus en difficulté, qu'elles supportent des factures énergétiques qui les pénalisent dans leur quotidien. Et donc, bien sûr, écologique, comme je l'ai dit. Donc, la rénovation énergétique, on n'a aucun doute, c'est une direction qu'on veut promouvoir, pousser et dans laquelle on veut investir. Mais investir, et on le fait déjà, c'est plus de l'ordre de 4 milliards d'euros d'argent public chaque année, sans compter les investissements privés. Et quand on met autant d'argent, ben forcément, on a un défi qui va avec, c'est un défi de connaissance. C'est-à-dire que finalement, si tout le monde, le privé comme le public, veut aller dans cette direction, ben, il faut savoir dans quelle direction aller, comment compter, être à l'aise avec la performance de ce qu'on fait. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il faut être assez lucide et se le dire honnêtement, la rénovation énergétique, on ne sait pas grand-chose. On a des idées, des ordres de grandeur, mais fondamentalement, les données et la connaissance sur ce sujet restent encore à l'âge de pierre. Alors l'âge de pierre, on n'en est pas sorti faute de pierre, on est sorti parce qu'on a trouvé autre chose, et cette autre chose, c'est quand même fondamentalement les données et tout ce qu'on sait en faire maintenant. Donc il faut passer à l'âge de la donnée pour la rénovation énergétique, et c'est pour ça que vous êtes là, parce que ce défi immense vous intéresse. Donc on en a besoin, on a besoin de vous, on a besoin de tous. Bien entendu, il y a un travail déjà qui est mené en interne au ministère de l'écologie, au ministère de la cohésion des territoires, pour que nos statisticiens puissent finement mieux connaître le parc, son état et ce qu'on y fait. Mais on sait très bien, on en est très conscient, que ça, ce sont les besoins des politiques publiques. Mais au-delà de ça, il y a le besoin de tous les acteurs privés. Il y a aussi tout ce que vous pouvez apporter en termes d'innovation, de solutions intelligentes, malines, qui font appel à toutes les variables possibles et inimaginables. Ce défi, il a l'air comme ça incommensurable, et on pourrait se dire finalement ça a l'air impossible, on va laisser juste l'État faire dans son coin. En fait, je crois que fondamentalement, il y a une place pour l'initiative privée qui est gigantesque. Et on a essayé d'identifier en amont de ce hackathon, grâce notamment au premier travail qu'on a pu faire avec beaucoup d'entre vous fin décembre, on a identifié 5 grands défis qui vont être les défis de ce hackathon, pour lesquels on a envie que vous proposiez les meilleures solutions, les plus pertinentes, les apps, les algorithmes, les preuves de concept. Et ces 5 défis sont les suivants. On en a un, finalement, c'est est-ce que les travaux, quand on les fait, ça marche ? C'est-à-dire, à la fin, est-ce que le ménage diminue ses factures énergétiques ? Est-ce que l'entreprise qui a rénové ses bureaux s'y retrouve dans sa consommation ? Quelle est l'efficacité réelle de ces travaux ? Bien sûr, on a beaucoup d'idées et heureusement, on a quelques ordres de grandeur, mais là encore, il y a probablement des indicateurs très avancés qu'on pourrait obtenir grâce à tout ce que vous pourrez proposer et qui seront utiles à tout le monde, c'est-à-dire à celui qui paye les travaux, à celui qui les fait pour montrer qu'il en fait de bons et à la puissance publique qui, par ailleurs, les soutient. On a un deuxième grand défi qui est finalement de mieux comprendre comment les ménages déclenchent des travaux, ce qu'ils font, où ils vont, quels guichets d'aide, qui ils appellent, ce qui se passe dans la vraie vie au fond. Parce que là encore, que ce soit les acteurs nationaux comme nous, mais même aussi les collectivités locales qui font beaucoup de choses et qui font beaucoup de dispositifs, on a parfois tendance à penser des moules uniques où du moins on crée des parcours, on sait qu'ils marchent parfois très bien, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne pourraient pas marcher mieux et ça ne veut pas forcément dire qu'on appréhende toute la réalité de ce qui se passe dans le parcours du ménage. Et mieux connaître ce parcours, c'est aussi l'améliorer, c'est aussi proposer plein de services qui ne sont pas du tout du ressort de la puissance publique, mais qui peuvent aider un ménage à déclencher de meilleurs travaux, plus tôt, moins chers, comparer des offres. Et donc le parcours des ménages, c'est vraiment quelque chose qui est assez fondamental si on veut progresser dans la voie qui est la nôtre. Le troisième défi, c'est l'évaluation du coût des travaux. Parce que là encore, on le sait, pour une entreprise comme pour un particulier et même pour une collectivité, dès qu'elle engage des travaux, c'est compliqué, c'est technique. Et une des premières questions, c'est est-ce que c'est pas trop cher ? Est-ce que je me fais pas avoir ? Ou au contraire, ça a l'air finalement très bon marché, est-ce que c'est bien ? Et cette incertitude sur les prix, elle est normale, mais là, on est dans un domaine particulièrement technique et où finalement, on ne s'est jamais posé la question d'être capable de fournir à ceux qui veulent rénover et aux acteurs de la rénovation des données un peu fiables et un peu pertinentes sur ce sujet-là. Et là encore, elles profiteront à tout le monde et à toute la chaîne.
Le quatrième défi, c'est aussi de tout simplement mieux caractériser le parc. Mieux caractériser le parc, c'est savoir où sont les passoires, savoir si elles sont très concentrées à un endroit, savoir qui les possède, savoir si elles ont récemment, s'il y a eu des rénovations récentes à un endroit ou un autre. Et pourquoi ça permet là encore de cibler, de mieux comprendre la dynamique. Ce ciblage, il est profitable à tous, et j'y reviendrai pas, mais toute la chaîne là encore a intérêt à mieux savoir où est-ce qu'on consomme, où est-ce qu'on ne consomme pas, quel est le parc vétuste, est-ce que là il a besoin d'une grosse réhabilitation très lourde qui fait appel d'ailleurs à autre chose que de la rénovation énergétique, ou est-ce qu'au contraire on se contente de quelques petits gestes ou de l'optimisation des consommations pour arriver in fine à cet objectif qu'on a tous pour le parc en 2050. Et justement, je le mentionnais à l'instant, le cinquième défi, et je laisserai peut-être le cabinet du ministre du Logement y revenir plus, c'est que finalement, la rénovation énergétique, on voit bien, c'est une direction qui est bénéfique à tous, mais qui, très souvent, pour des ménages comme pour des entreprises, doit pouvoir s'inscrire dans des rénovations plus globales qui répondent aussi à d'autres besoins. Et la compréhension de cette manière d'embarquer ou non la dimension énergétique, pour être très clair, elle est encore approximative. Là encore, le terrain nous documente, tous, hein, mais on manque de données. Donc, vous l'aurez compris, ces 4 grandes briques, elles sont finalement assez fondamentales pour qu'on puisse avancer dans un univers qui soit plus dynamique, qu'on comprenne mieux, qu'on connaisse mieux, et pour que tout l'investissement qu'on y met, qu'on va y mettre et qu'on compte même accélérer dans les mois et dans les années à venir, soit vraiment au service de l'ambition à la fois économique, énergétique et sociale, qui est celle de la rénovation énergétique. Donc, de tout ça, de ces défis qu'on vous propose, là, nous, on attend forcément votre créativité, qui sera récompensée par des prix qui viendront à la fin de ce concours et que la ministre Emmanuelle Vargon sera ravie de pouvoir vous remettre. On attend de votre travail des étincelles et que de ces étincelles naisse, on l'espère, une flamme qui pourra alimenter le grand feu du défi qui est le nôtre, qui est la rénovation énergétique des bâtiments. Et donc, pour tout ça, j'aimerais vous remercier. J'en profite pour remercier aussi toutes les équipes, notamment du ministère, du CGDD, mais aussi des opérateurs de l'État ou de la direction du numérique comme Etalab, pour toutes leurs contributions, la préparation de ce hackathon, ce qu'ils pourront nous permettre d'en faire ensuite, la manière dont ils pourront accompagner les meilleurs d'entre vous. Donc, tout cet effort collectif, vous voyez, il est au service d'une grande ambition. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à jouer avec les données. Très bon hackathon. Bonjour à tous, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Thomas Welch, conseiller de Julien Normandie, ministre de la Ville et du Logement. Je serai bref parce que effectivement Emmanuel a rappelé l'essentiel concernant effectivement l'intérêt de l'événement qui vous rassemble aujourd'hui et pour quelques jours autour de ce hackathon. C'est évidemment une action qu'on soutient et qu'on soutient fortement parce que évidemment la question de la donnée et nous et le ministre du Logement a eu l'occasion souvent de le rappeler, et un sujet extrêmement central pour justement mieux connaître, mieux piloter la politique de rénovation énergétique. Comme il le dit souvent, on a une forte maîtrise du nombre de logements qu'on construit chaque année. On a quand même beaucoup moins d'informations finalement sur pour ce qui est pourtant l'essentiel du parc, c'est-à-dire tout ce qu'il y a à faire autour de la rénovation énergétique, et ça relève un nombre important d'enjeux. Peut-être juste en quelques mots d'introduction, vous vraiment remercier de cette initiative qui finalement a contribué à un certain nombre de choses, puisque je comprends qu'il y avait déjà eu une data session en décembre, et puis qu'il y a d'ailleurs eu d'autres occasions aussi de travailler sur ces données, et je me souviens qu'effectivement il y en a eu il y a quelques années qui avaient permis d'avancer grandement dans la connaissance effectivement de territorialiser de la performance énergétique du parc.
et qui montrait déjà à l'époque tout l'intérêt effectivement d'essayer de croiser des données qu'on a en grand nombre, mais qu'on sait hélas encore imparfaitement exploiter. Donc évidemment c'est extrêmement important pour nous que ce travail puisse se faire avec l'ensemble des acteurs qui sont présents et qui ont contribué. Et je veux vraiment remercier là, les équipes du ministère et l'ensemble des opérateurs, bien entendu, et puis plus largement l'ensemble des partenaires et l'ensemble de ceux qui vont y participer. Je voulais simplement insister sur 3 points brièvement qui sont effectivement au cœur des enjeux du ministère. C'est que fondamentalement, cette politique de rénovation énergétique et les travaux que vous allez faire, ils répondent à un certain nombre d'enjeux que nous, on a. Le premier, c'est celui de concrètement baisser les factures des occupants et le défi qui consiste à mesurer l'impact des travaux réalisés sur les factures d'énergie est extrêmement important parce que, évidemment, la rénovation énergétique vise à faire des économies. Ces économies se traduisent-elles concrètement dans les faits? C'est, je pense, quelque chose d'important. Et est-ce qu'il faut qu'on intervienne sur ce point, aussi sur la manière dont on consomme l'énergie, dont les ménages consomment l'énergie. Je crois qu'on en est assez convaincu et de pouvoir mesurer effectivement la vraie efficacité des gestes et comment est-ce qu'on doit pouvoir intervenir plus largement sur la consommation des ménages est essentiel. Enfin, les 2 derniers points que je voulais soulever, c'est qu'effectivement pour nous, ce qui est important pour réussir la transition énergétique et la rénovation des logements, c'est vraiment partir de l'usage, de ce dont ont besoin les gens pour faire en sorte qu'effectivement les travaux de rénovation se fassent. Et je crois qu'à la fois le défi qui porte sur l'identification du parcours des ménages dans le cadre de la rénovation est important pour avoir vraiment un retour d'expérience de concrètement comment ça se passe sur le terrain pour mieux concevoir nos politiques publiques. Et ensuite, le fait de penser la rénovation énergétique dans un ensemble, c'est-à-dire finalement quel est le besoin des gens qui n'est pas forcément au départ de la rénovation énergétique, mais peut-être de la qualité de l'air intérieur, de la remise aux normes, etc., pour embarquer au-delà de la rénovation énergétique. Je crois que c'est extrêmement important pour la réussite de notre politique et pour faire des économies d'énergie. Et enfin, je crois que le dernier point sur lequel je voulais insister, c'est le fait que ces données qu'on met à disposition, ce travail qui est fait, il est utile à tout le monde. Il est bien sûr utile à l'État, mais il est aussi utile, extrêmement utile aux collectivités territoriales. Et à ce titre, je veux vraiment remercier la métropole de Grenoble qui nous permet effectivement de conduire aussi cette expérimentation sur les données grâce aux données de son territoire. Et j'espère vraiment que les travaux qui vont être faits là vont permettre aussi d'aider les collectivités finalement à s'y approprier, à savoir comment mieux intervenir sur leur territoire, au plus près de leurs concitoyens pour faire les travaux de rénovation énergétique. Donc vraiment, je souhaitais vraiment vous remercier et vous réaffirmer vraiment le soutien du ministre de la Ville et du Logement pour le travail que vous allez faire et je vous souhaite vraiment un bon travail dans ce but. Merci à tous et bon travail et donc à dans quelques jours pour les résultats de ce hackathon. Merci à vous. Oui, David, êtes-vous disponible pour intervenir? Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bonjour à tous. Donc, je suis David Marchal, directeur exécutif adjoint de l'expertise et des programmes à l'ADEME et j'ai la joie, après Emmanuel Constantin et Thomas Welch, d'introduire ce hackathon. Alors, l'ADEME, on est bien évidemment très concerné par les sujets de la rénovation énergétique en tant qu'opérateur pour le ministère de la Transition écologique et solidaire. Parmi les enjeux qui ont déjà été cités, je voudrais revenir juste sur quelques-uns. Enfin, la rénovation, c'est un défi énorme pour atteindre la neutralité carbone 2050. Il y a de multiples enjeux et parmi les projets qu'on a commencé, enfin qui ont été déposés, on voit que de nombreux de ces projets cherchent à adresser les enjeux qui ont déjà été cités, pas tous. Enfin, moi, j'en identifie quelques autres, notamment autour des artisans, de leurs compétences, de leur regroupement, la confiance vis-à-vis de ces artisans. Donc, il y a sans doute dans les données qu'on met à disposition aussi des choses à faire par rapport à ça. Les coûts, les financements et les aides publiques, tout ça, ça a déjà été bien traité. Il y a aussi des questions autour des motivations qui ont été données, l'argumentation, quel argument concernant le confort, concernant éventuellement la valeur verte des logements, au-delà des économies financières et des économies d'énergie.
Et puis, il y a aussi sans doute des projets qui vont essayer d'accompagner les pouvoirs publics pour que localement, ils puissent mieux cibler les aides qu'ils vont apporter. Donc, on voit là, parmi les nombreux projets qui ont été déposés, que déjà un certain nombre cherchent à traiter ces sujets-là et c'est très bien. Alors, nous, à l'ADEME, on est particulièrement impliqués dans ce hackathon sur le défi sur les coûts de la réno, dans le but de trouver de bonnes façons de diffuser cette information aux ménages pour les aider à s'engager dans des travaux. Enfin voilà, on va être pilote de l'organisation de ce défi. On met à disposition un certain nombre de données. Donc j'en cite quelques-unes: l'Observatoire des diagnostics de performance énergétique, notre base de données sur les dispositifs d'aide, qui sert notamment à faire l'outil Simuled, une base de données sur les coûts des travaux de rénovation, l'annuaire des professionnels reconnus garants de l'environnement, et puis également les données d'une enquête quinquennale sur les consommations d'énergie des communes. Donc tout ça, ce sont des données qui sont disponibles pour ce hackathon. Ça s'inscrit de façon plus générale dans une démarche de valorisation des données de l'ADEME, qui essaye, depuis quelques temps, de massifier la démarche open data, comme beaucoup d'opérateurs, hein. On a une structure Ecolab également à l'ADEME qui est différente de celle du ministère, mais qui cherche à valoriser un certain nombre de données. Et on voit qu'actuellement, il y a un certain nombre de succès autour des données, par exemple sur l'affichage environnemental de l'alimentation, au travers d'une base de données qu'on va progressivement rendre public sur les impacts environnementaux de l'alimentation, et des opérateurs comme Yuka, comme Marmiton, qui pourront valoriser en partie ces données. Donc c'est quelque chose qu'on voudrait répliquer dans le domaine du bâtiment et plus généralement. On a donc une démarche d'ouverture des données. Aujourd'hui, sur le site Open Data de l'ADEME, il y a plus de 50 jeux de données qui sont disponibles sur le bâtiment, sur les déchets, sur la base carbone, hein, donc les émissions de gaz à effet de serre. Et pour la première fois aujourd'hui, on met à disposition la base donc des diagnostics de performance énergétique complète pour ce hackathon. Donc elle a été mise en ligne il y a quelques heures. Donc vous allez pouvoir bénéficier de ces données toutes fraîches pour réaliser vos projets. Alors les suites à donner par rapport à, pour ne pas être trop long, les suites à donner pour nous, c'est qu'au-delà du hackathon, donc qui va durer donc quelques jours, hein, comme ça a été dit, nous on souhaite accompagner les projets dans la durée. On va organiser avec un grand nombre de partenaires à l'automne 2020 un concours qui s'appelle DataBat. Et vous êtes invité à y participer, hein. Ce sera sur un temps plus long, de l'ordre de quelques mois. Et l'idée de DataBat, c'est d'accompagner les projets pour en faire des outils utilisables. Il y aura 2 phases à ce projet-là, à ce concours. Une phase 1 de sélection des candidats sur la base de leurs compétences et du descriptif de leur projet. Et une phase 2 de réalisation et de sélection des lauréats. Et à l'issue du hackathon, donc le coup de cœur ADEME et le lauréat du hackathon bénéficieront d'une présélection pour la phase 1 de ce concours DataBat pour l'automne 2020. Voilà, donc j'espère qu'on vous a donné envie, et c'est vrai qu'on est assez curieux de voir ce qui va ressortir de ce hackathon. Je pense qu'il y a de belles pépites qui vont en sortir. Bon courage à vous et puis bon développement. Merci beaucoup, Monsieur Marchal. Merci, Monsieur Constantin et Monsieur Welch. Je pense que déjà ces 3 premières présentations vous montrent à quel point l'engagement des partenaires se fait à haut niveau, et à quel point la rénovation énergétique fait partie des grandes priorités du gouvernement. Ça a été rappelé, hein, les enjeux sont énormes. C'est 20% des émissions de gaz à effet de serre de la France. Comme l'ont rappelé chacun des intervenants, si on veut atteindre la neutralité carbone, il faut s'attaquer à ce défi. Et donc, on est ravis que vous vous attelez à cette tâche avec nous et que vous puissiez réfléchir à des solutions innovantes qu'on pourra implémenter par la suite. Donc là, c'était pour les grands enjeux. Comme vous le savez, la question qu'on peut se poser aussi, mais concrètement, la rénovation énergétique, comment ça se passe sur le terrain? Et donc, nos partenaires ont quelques réponses pour vous.
comme vous le voyez, je vous l'avais déjà indiqué, on a 17 organisations qui sont partenaires avec nous de ce hackathon. Malheureusement, on ne va pas pouvoir tous leur donner la parole parce que sinon, on sera encore là ce soir et je pense que vous avez tous envie de commencer à taper sur vos claviers et à trouver vos équipiers. Donc, on ne va donner la parole qu'à 3 partenaires, mais surtout ne vous inquiétez pas. Chacun des partenaires a mobilisé des mentors qui seront à votre disposition pendant le hackathon pour lesquels vous pourrez poser toutes les questions auxquelles on n'aura pas pu répondre, nos partenaires n'auront pas pu répondre pendant les 3 prochaines interventions. Donc, je vais donner la parole à Monsieur Emmanuel Accardi, sous-directeur de la qualité et du développement durable à la Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature, puis à Monsieur Luc Mathis, directeur délégué au numérique du CEREMA. Et enfin, nous aurons une vidéo de Madame Hélène Paimboeuf, directrice de la transition énergétique de Grenoble-Alpes Métropole, qui malheureusement n'avait pas pu se libérer pour être en direct avec nous, mais qui vous a enregistré un message. Donc, Monsieur Accardi, je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Écoutez, je suis également très heureux d'être avec vous pour l'ouverture de ce hackathon. Je vais finalement être dans la continuité des 3 interventions précédentes pour vous montrer, si besoin en était, de l'importance de ce sujet de la rénovation énergétique des bâtiments dans notre activité, nous, à la DHUP. Alors, nous, on a une activité avant tout, d'abord réglementaire, législative et réglementaire. Et donc, par exemple, pour illustrer ça, il y a plusieurs chantiers concernant la rénovation énergétique qui nous ont occupés ou qui nous occupent, donc ils sont à différents stades, hein, élaboration de textes ou mise en œuvre, application de ces textes. Alors, je vais les citer rapidement, je pense que certains d'entre vous en ont entendu parler. D'abord, il y a la réforme et la fiabilisation du diagnostic de performance énergétique, le DPE, en vue de son opposabilité en 2021, l'année prochaine. C'est issu de la loi Elan et donc ces travaux sont en cours et donnent lieu à une intense production de textes, hein, de différents décrets et d'arrêtés à venir. Ensuite, il y a plusieurs textes qui sont liés à la loi énergie-climat de 2019 et qui visent notamment à aller vers la rénovation des logements les plus énergivores, hein, ce qu'on appelle les passoires énergétiques, avec toute une série de mesures qui s'échelonnent à partir de maintenant jusqu'en 2028 au fin finalement de rénover et donc de supprimer du parc de logements ces passoires énergétiques. Donc, il y a là aussi une intense actualité réglementaire actuellement et pour les années à venir qui nous attend. Ensuite, il y a également la notion nouvelle d'un critère de performance énergétique chiffré, donc directement lié au DPE, pour caractériser la décence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un logement décent, voilà, il y a un certain nombre de critères qui font qu'un logement est déclaré décent, et bien, il va y avoir un nouveau critère lié à la performance énergétique. Et donc, évidemment, ça a un lien direct avec les questions de rénovation. Et ça aussi, c'est un texte qui est en cours et qui est lié à la loi énergie-climat. Et puis enfin, je peux citer aussi le fameux décret tertiaire, hein, le décret qui prévoit des actions d'économie d'énergie dans le parc tertiaire. Donc, c'est un décret qui a été publié en juillet 2019, mais qui doit être complété par différents arrêtés. Donc, l'un de ces arrêtés est déjà paru il y a 2 mois, mais d'autres arrêtés sont en cours d'élaboration pour être publiés d'ici la fin de l'année. Donc, voilà un petit aperçu de notre activité réglementaire sur le sujet de la rénovation pour vous montrer évidemment que pour faire ces textes et pour les appliquer, on a besoin de données, on a besoin de mieux connaître l'état du parc et les occupants et puis les dynamiques de rénovation comme cela a été dit. Donc, vous voyez comment on peut être attentif et impatient de ce qui pourra sortir de ce hackathon en termes de données. On a vraiment besoin de compléter la connaissance et les dynamiques de rénovation par rapport à la mise en œuvre de ces différents textes. Par rapport aussi à, évidemment, la production normative est un aspect de ce que fait l'administration centrale sur la rénovation. Il y a aussi, on en a un petit peu parlé, les aides. D'après ce qu'on peut voir déjà de ce qui se profile de ce hackathon, on est évidemment très intéressé par tout ce qui va concerner la lisibilité et l'articulation entre les différentes aides. Et je crois que c'est un sujet qui va être tout à fait dans le cadre des défis fixés dans cet exercice. Donc, c'est tout à fait prometteur. Tout ce qui est également cartographie, localisation, ça a été dit en introduction, par rapport au repérage, va être utile. Et puis, je voudrais insister sur le fait que toutes ces politiques, toutes ces mesures, que ce soit réglementaires ou tout ce qui a trait à la mise en œuvre, à l'information des ménages, il y a une forte composante territoriale.
Ça passe évidemment par l'implication aussi des collectivités, des territoires. Et donc, ça sera utile évidemment d'avoir cette vision vraiment fine de l'état du parc et des dynamiques de rénovation sur les territoires. Voilà, pour toutes ces raisons, encore une fois, mais je crois que maintenant on commence collectivement à en être convaincus, cet exercice, ce hackathon est quelque chose de tout à fait pertinent. Encore une fois, à la DHUP, nous sommes très impatients. Je crois que les projets, les solutions qui se profilent sont très prometteurs. Et voilà, donc je voudrais aussi souhaiter bonne chance à tous les participants et vous convaincre que nous sommes très en attente. Voilà, merci à tous. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez aussi. Je suis Luc Mathis, directeur délégué au numérique du CEREMA. Alors le CEREMA, c'est un centre de ressources et d'expertise scientifique et technique pluridisciplinaire en matière d'aménagement, en matière de cohésion territoriale et en matière de transition énergétique et écologique. Il apporte son concours à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques, et le CEREMA, nous intervenons auprès des services de l'État, des collectivités, mais aussi des entreprises pour développer, expérimenter et diffuser des solutions innovantes dans de nombreux domaines, et notamment celui du foncier et du bâtiment. Et nous sommes très heureux d'être ici. Je suis très heureux d'être ici et d'être partenaire de ce hackathon. Le CEREMA fournira des données. Nous viendrons avec des mentors métiers de haut niveau pour vous accompagner, pour accompagner les participants. Nous participerons au jury et nous proposerons un coup de cœur dans le cadre d'une démarche d'innovation que nous sommes en train d'initier. Et nous avons aussi au sein du CEREMA quelques participants du hackathon, quelques spécialistes de la data au sein des équipes. Et le domaine du bâtiment est important et stratégique pour le CEREMA, et c'est bien pour ça que nous sommes ici et que nous sommes heureux d'y être. À titre d'illustration, voici quelques thématiques sur lesquelles nous intervenons et nous travaillons dans le cadre de nos missions. Nous travaillons dans le domaine de l'énergie et de l'environnement, avec notamment des interventions sur on appuie sur les questions de réglementation, nous participons aussi dans le cadre de projets C2E sur la massification des travaux de rénovation avec une start-up présente ici, c'est le projet Tetris. Et je salue cette start-up dans le cadre aussi d'un autre projet C2E conduit avec le CSTB, CEREN, Profel, sur la mesure de performance intrinsèque in situ. Nous intervenons aussi dans le cadre de nos missions sur les questions d'environnement intérieur et ventilation, sur les questions de matériaux bio et géosourcés, sur la gestion du patrimoine immobilier. Et là aussi, avec l'Institut français pour la performance du bâtiment, nous avons un projet C2E CUBES. Nous intervenons aussi sur le bâtiment numérique et sur l'accessibilité du cadre bâti. Dans le cadre de ces interventions, le CEREMA produit également des données en lien avec et pour le compte du ministère et essentiellement des données enrichies au service des territoires, les données foncières. Et nous produisons aussi des données pour l'analyse de marché foncier et immobilier. Et nous sommes très heureux de mettre ces données à votre disposition aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à solliciter dans le cadre de vos travaux nos experts métiers, nos mentors, enfin les mentors. N'hésitez pas à solliciter, à utiliser, vraiment à sublimer les données que nous mettrons à votre disposition. Donc, je vous souhaite un excellent hackathon. Bon courage à tous les participants, à vous les magiciens de la donnée. Donc, faites-nous rêver avec des beaux projets et surtout des effets waouh, toujours au service des ambitions de la rénovation énergétique qui ont été rappelées par tous les orateurs précédents. Et le CEREMA sera très heureux d'accompagner, bien sûr, les lauréats, encore plus le coup de cœur CEREMA. Donc, bon hackathon, bonne semaine et faites-nous rêver. Merci beaucoup, Luc. Donc maintenant, nous allons pouvoir écouter le message de Madame Hélène Poinbeuf de Grenoble-Alpes Métropole. Je sais qu'un de ses collaborateurs, Florent Gesmont, est avec nous. Donc, si vous aviez des questions sur les données spécifiques de la métropole ou sur son implication, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou en questions-réponses à la fin de cette séquence. Bonjour à tous, je suis Hélène Poinbeuf, directrice de la transition énergétique à Grenoble-Alpes Métropole.
Comme vous allez travailler en grande partie sur des données de la métropole grenobloise, il me semble important que je vous dise quelques mots de notre territoire, mais également des politiques énergétiques que nous mettons en œuvre. Donc, la métropole de Grenoble, c'est 49 communes, 450 000 habitants, et nous sommes métropole depuis 2015. Nous avons adopté en 2017 un schéma directeur énergie avec des objectifs ambitieux en matière de diminution des consommations énergétiques, puisque nous devons diminuer ces consommations de 22% entre 2013 et 2030, avec des objectifs différenciés selon les secteurs d'activité, moins 19% pour le résidentiel et moins 17% pour le tertiaire. Nous avons mis en place dès 2010 une plateforme de rénovation énergétique que nous appelons Murmure et qui permet aujourd'hui en moyenne de rénover environ 1000 logements par an. Pour vous donner une idée, pour arriver à atteindre les objectifs du schéma directeur, il faudrait que nous passions le plus rapidement possible à 2500 logements par an, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on multiplie par 2,5 le dispositif actuel qui est déjà l'un des plus ambitieux au niveau national. Il en est de même pour les autres bâtiments, que ce soit la maison individuelle, le logement social ou le tertiaire, où là aussi, il faut que nous allions plus vite en matière de rénovation et que nous massifions davantage les rénovations réalisées sur le territoire. Or, pour cela, il faut constater qu'aujourd'hui, nous avons peu accès à la donnée énergétique. Nous n'avons pas, par exemple, la possibilité de cibler par des actions de communication les bâtiments les plus énergivores, puisque nous ne connaissons pas ces bâtiments. Et nous avons aussi beaucoup de mal à évaluer la qualité des rénovations qui sont entreprises sur le territoire en comparant les consommations énergétiques avant et après travaux, puisque là aussi, nous n'avons pas accès à ces consommations énergétiques. Donc, nous le faisons, soit par un travail fastidieux de récolte des consommations énergétiques en allant récupérer ces informations logement après logement, ou en mettant en place du monitoring, ce qui est relativement coûteux et ce qui prend beaucoup de temps en matière d'installation. Donc ces données énergétiques, aujourd'hui, nous en avons. Elles nous sont fournies essentiellement par les GRD, donc les gestionnaires de réseaux de distribution, qui sont Enedis, GRDF ou Greenalp, qui est l'établissement local de distribution pour la ville de Grenoble. Mais ces données, nous les avons soit à l'IRIS, et ce niveau territorial ne nous permet pas de cibler les bâtiments énergivores, par exemple. Ou alors, nous commençons depuis environ 2 ans à avoir des données au bâtiment, mais nous n'arrivons pas à faire le lien, à associer ces bâtiments à des parcelles du territoire, ce qui nous permettrait de croiser avec les autres bases de données et donc d'avoir des informations très précieuses sur ces bâtiments et notamment de repérer la précarité énergétique. Donc tout ça pour dire que nous utilisons finalement peu ces données énergétiques pour nos politiques, alors que nous avons des marges de progrès importantes dans le domaine. Et je rêve parfois de pouvoir avoir les mêmes outils que nos collègues suisses. Je pense aux villes de Genève ou de Lausanne, qui ont des systèmes d'information géographique très performants, sur lesquels ils peuvent avoir accès à la consommation énergétique des bâtiments par un simple clic et également connaître les énergies qui sont utilisées pour chauffer ces bâtiments. Donc, ce sont des outils qui nous seraient précieux et qui permettraient de nous faciliter notre tâche de massification des politiques de rénovation énergétique, mais aussi de cibler les actions de changement d'énergie pour développer les énergies renouvelables. Je compte donc sur vous, sur votre travail, pour nous aider dans cet objectif et je vous souhaite un bon travail collectif. Au revoir. Oui, effectivement, comme vous avez pu le voir, on a la chance de pouvoir faire ce hackathon qui ne soit pas hors sol en utilisant les données mises à disposition
par Grenoble-Alpes Métropole. Et donc, véritablement, ce hackathon est vraiment un hackathon aussi de terrain. Et ça, je sais que pour des hackers qui travaillent sur la donnée, c'est important de savoir que ces données recoupent des réalités tangibles sur le terrain. Donc maintenant que l'on a présenté les enjeux, je pense que vous êtes absolument convaincus que le challenge n'est pas petit, celui que nous proposons. Et donc, c'est pour ça qu'on est vraiment ravis de savoir que vous êtes aussi nombreux à vouloir vous attaquer à ce challenge. Actuellement, on a plus de 280 inscrits et plus de 30 projets. Alors, pour ceux qui nous regardent en direct et qui ne sont pas encore inscrits et qui sont motivés pour passer du temps la semaine prochaine pour résoudre ou apporter des nouveaux outils ou prototypes ou solutions à cette problématique, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet dont vous voyez l'URL au bas de cette slide. Donc maintenant, on va passer à la partie un peu plus terre à terre, vraiment logistique du hackathon. Alors, tout d'abord, les défis. Alors, Emmanuel Constantin vous les a vraiment présentés de façon très globale, avec beaucoup de détails. Donc, je vais vraiment passer rapidement, juste pour vous rappeler que globalement, il y a 3 challenges clés qui nous intéressent pour ce hackathon. Un premier pack de 3 défis, qui sont les 3 premiers défis et qui touchent vraiment au geste de la rénovation énergétique et comment faire pour qu'il soit déclenché et comment faire pour qu'il soit plus efficace. Un 4e défi qui tourne autour de la caractérisation des parcs immobiliers. Et un 5e défi qui est vraiment intégrer la rénovation énergétique dans les dynamiques de rénovation globale, voire de réaménagement du territoire. Une question que vous pouvez avoir, quel est le champ d'application? Est-ce qu'on parle plutôt du parc immobilier résidentiel, du parc immobilier tertiaire, du parc immobilier de l'État? Sachez que vraiment, c'est à vous de choisir ce sur quoi vous voulez travailler. Les données sont ouvertes. Il y a de plus en plus de données également en open data qui ont été ouvertes très récemment sur les données du tertiaire et sur le parc immobilier de l'État avec lesquels, je pense, vous allez vraiment pouvoir vous amuser et rentrer en profondeur dans chacun de ces défis. Donc, après les défis et après que vous ayez travaillé la semaine prochaine, les résultats de vos travaux et de vos prototypes seront revus par plusieurs jurys en fonction des défis auxquels ils se rattachent. Et est-ce qu'on peut avoir la slide suivante, s'il te plaît, Louis? En fonction du défi auquel il se rattache. Alors, on ne peut pas présenter tous les jurys parce qu'on a plus de 20 jurys avec nous, mais vous voyez un petit sample du type de jury qu'on a réuni, que ce soit des experts métiers comme Jonathan Louis, ingénieur bâtiment durable ADEME, ou des experts vraiment de la data, comme Jean-Charles Jorandon, chef data officer de GRDF, ou des personnalités qualifiées, M. Grégoire Frère-Jacques, directeur général adjoint de l'ANA, ou que ce soit aussi un panel issu de la sphère publique, avec le CEREMA, M. Laurent Arnaud, bien Alice Deloron, qui est la coordinatrice interministérielle du plan rénovation énergétique, mais également du privé. Donc, on aura la chance d'avoir des membres de pôle de compétitivité en la personne de M. Jean-Luc Sabordage ou de la Fédération française du bâtiment. Donc, vraiment des jurys de haut niveau qui attendent avec impatience vos travaux, vos prototypes. Alors, effectivement, tout travail mérite salaire. Et donc, on a prévu une série de prix pour ce hackathon. Alors, il y en a différents types. Le premier, ce sont les prix qui sont liés aux 5 défis qui vous sont proposés. Est-ce que je pourrais avoir la slide suivante? Donc, vous voyez un petit peu ce qu'on vous propose et vous verrez que c'est quelque chose que vous allez retrouver pour chacun des prix. De l'accompagnement, 3 mois d'accompagnement avec l'incubateur de la Green Tech verte, des crédits pour vraiment financer votre projet et une présélection pour la promo 7 du label Green Tech verte.
parce qu'on a vraiment une volonté, vous le verrez, ça va être égrené pour chacun des prix, de vouloir vous accompagner au-delà du hackathon. Le hackathon, ce n'est pas une finalité. On ne veut pas que les projets sur lesquels vous aurez travaillé et pour lesquels vous serez vraiment dépassés finissent sur étagère. On a vraiment la volonté de vous intégrer dans un écosystème, de pouvoir vous donner les bons contacts avec les bons partenaires et de faire en sorte que vos projets atteignent l'étape suivante. Le deuxième type de prix, ce sont les prix coup de cœur, donc les 2 prix coup de cœur de l'ADEME qui ont été présentés par Monsieur Marshall, qui consiste en un accompagnement Schoolab et en une présélection pour leur concours Databat. Même type d'accompagnement pour le coup de cœur CEREMA, puisque vous aurez la chance de pouvoir être accompagné et accéléré par le CEREMA Lab, et le coup de cœur de l'IGN, qui est aussi une présélection pour leur propre incubateur. Enfin, on a un troisième type de prix qui est le prix honorifique pour les entreprises. Et enfin, bien sûr, le grand prix, du hackathon, où là, vous pourrez bénéficier de 6 mois d'accélération et de 6 mois d'accompagnement par la Green Tech Verte, de 3 mois d'accélération par Schoolab, excusez-moi, et de 3 000 € de crédit. Donc vraiment, nous, ce que l'on veut, c'est que vos projets vivent après le hackathon. Et c'est pour ça qu'on a autant de mentors qui viennent d'autant d'organisations qui seront là vraiment pour vous aider, pour vous donner les connexions aussi après le hackathon, pour pouvoir poursuivre vos travaux, pour pouvoir trouver les sponsors qui vous permettront de continuer. Vous le voyez, nous, l'objectif, vraiment, c'est après le hackathon, the show must go on. Et là, on est vraiment là pour vous accompagner et faire en sorte que ça fonctionne et qu'on développe les outils de demain et les prochaines startups, les prochains champions français de la rénovation énergétique, parce qu'on n'est pas que en France à faire de la rénovation énergétique, c'est vraiment un projet qui est transfrontalier, qui concerne tous les pays. Donc, on veut que le prochain champion européen soit français et pourquoi pas qu'il sorte de ce hackathon. Voilà, donc ça c'était pour la présentation un peu globale des objectifs du hackathon et des prix. Je vais laisser la parole maintenant à Thibaut de Schoolab qui va rentrer plus en détail dans le déroulé de ces prochains jours. C'est bon, vous m'entendez? Merci beaucoup, Hélène. Donc, comme on le disait, alors j'espère que… Voilà. Donc, je passe juste sur autre chose. Comme on le disait, une grande importance d'avoir aujourd'hui des projets qui font sens. Et c'est une opportunité pour vous d'être là. Merci à tous d'être présents. C'est une chance d'avoir des mentors de cette qualité. Et en effet, énormément de données sont à votre disposition. Donc, j'ai envie de dire, faites en bon usage, que ce soit pour venir nourrir votre créativité, faire en sorte que vos projets fassent sens, mais aussi les tester. Je vais plus vous présenter de mon côté, parce que vous devez vous poser la question de comment ça va se passer justement ces 11 jours. Donc, on vous a fait 11 jours de hackathon. Habituellement, bien sûr, ça prend un peu moins de temps, mais pour vous laisser en fait le temps de vous organiser chacun dans vos équipes à votre rythme. Donc, ça va prendre cette forme-là. Donc, tous les participants ont reçu cette fiche de participation qui est présente sur la plateforme que je vais vous présenter tout de suite après. Mon but est vraiment de vous donner les clés, les outils qui sont à votre disposition pour être sûr que tout se passe bien durant cette semaine. Donc, à partir d'aujourd'hui jusqu'à demain, le but est de constituer les équipes. Nous avons plus de 38 projets. Nous avons 38 projets qui ont déposé leur dossier, qui ont été validés. Maintenant, certaines équipes ont déjà été constituées. Il faut vraiment prendre le temps d'aller sur le Slack, parler avec les porteurs de projets, proposer vos compétences pour former des équipes qui font sens. On valorisera énormément des équipes aussi qui ont des data scientists ou développeurs dans leur équipe pour justement aller sourcer cette donnée. 4 grandes phases, si je puis dire. Tout d'abord, une validation des problèmes. On a bien conscience qu'il y a des projets qui sont plus ou moins avancés que les autres. Donc, disons que les 4 premiers livres, enfin, les deux premières phases de livrables sont plutôt optionnelles, mais même si vous pensez être déjà passé sur ces phases, prenez le temps. Ces Canva, ils sont là à votre disposition pour vérifier
que votre solution elle fait vraiment sens, qu'elle répond vraiment à un problème. Donc, remplir justement ces canevas et ces fiches. Une solution qui fait sens, c'est le besoin qu'il y a derrière. Et c'est le plus important. Donc, première phase, la validation du problème. Ensuite, la définition de la solution. Il faudra peut-être itérer, revoir un peu de votre solution après avoir passé cette étape. Ensuite, une longue phase de prototypage parce qu'il y a une grande attente d'avoir des prototypages fonctionnels qui puissent être utilisés, qui prouvent votre modèle. Et ensuite, une présentation de votre prototype et de votre projet. Donc, oui, au niveau de dans votre mail, et maintenant, on va essayer de ne plus vous envoyer de mail et tout centraliser sur le Slack que je vais vous présenter après. Mais quelques grandes étapes. Aujourd'hui, on a le kick-off et les remises de prix aura lieu le 24 juin, même si finalement, le hackathon se termine le 22 juin. À 18 h, vous devrez remettre tous vos livrables. Plusieurs séances d'échange sont à prévoir. 3 séances d'1 heure pour échanger avec les autres projets. Ça amène énormément de valeur de pouvoir, au-delà des mentors et des facilitateurs, enfin des coachs, je veux dire, échanger avec les autres porteurs de projets, les autres équipes, pour avoir un regard neuf, mais tout en échangeant avec des personnes qui sont en train de vivre la même expérience que vous. Faites bien attention. Si vous n'êtes pas disponible à ces créneaux, contactez l'équipe avec qui vous devez échanger pour trouver un autre créneau. C'est vraiment important que vous preniez le temps d'échanger à ces moments-là. On vient de fermer les inscriptions pour les projets. Donc, on va vous envoyer d'ici demain avec qui vous devrez échanger. Autre séance très importante, on a 4 moments de facilitation, donc des coachs qui sont là pour être garants de la méthodologie et vous accompagner durant tout ce hackathon. C'est des créneaux de 20 minutes. On a changé ça parce qu'on a beaucoup plus de projets que prévu. Pareil, on vous envoie, tout se passera sur la plateforme que je vais vous montrer après. Il vous suffira d'inscrire le nom de votre projet au créneau qui vous convient durant ces plages horaires. Et finalement, très belle opportunité quand on voit le type de profils qui ont donné leur temps pour vous accompagner, les mentors qui sont là pour vous donner, pour partager leur expérience, leur expertise et notamment au niveau des données qui sont à disposition. Les données, aujourd'hui, on peut en faire un peu ce qu'on veut et c'est un grand enjeu durant ce hackathon de réussir à les valoriser. Pour faire tout cela, on a du coup la plateforme d'action qui est à disposition, que je vais vous présenter juste après. On centralise toutes les discussions sur le Slack et on a mis à disposition, donc, je vais vous montrer, mais sur chaque plateforme, vous avez une identité de projet et on a mis des conférences Jitsi en place. Mais on vous laisse bien sûr l'opportunité de changer vers un autre outil tout en changeant justement ce lien sur votre fiche projet pour s'assurer que les facilitateurs et les porteurs de projet et même votre équipe ne perdent pas trop de temps à chercher à chaque fois un nouveau lien. Donc, pour vous présenter maintenant un peu la plateforme, donc là j'ai pris le compte d'une personne qui me posait des questions aujourd'hui et qui travaille sur le projet Roofscapes. Vous avez une plateforme assez ouverte avec donc normalement vous avez pu en prendre connaissance à votre inscription, mais la présentation, le planning, les différents projets si vous êtes externe. Ce participant s'est déjà inscrit. Encore une fois, merci à tous les partenaires et vous avez les liens pour aller visiter les sites de chacun. Le règlement, mais surtout ce qui va nous intéresser, donc ça va être l'espace de travail. Quelques secondes le temps que ça charge. Dans l'espace de travail, il y a le toolkit. Voilà. Très important, à la fin de ce kick-off, il va venir se nourrir d'autres informations, d'autres outils qui sont à disposition. Et c'est notamment ici où vous aurez accès aux données. Et Talab a aussi mis à disposition, enfin, va venir nourrir le Slack avec les données, mais tout sera aussi regroupé ici à travers un Airtable, un GitHub qui vous redirigeront vers les données qui peuvent vous intéresser. On a la fiche des participants, tous les canevas. Voilà, ce sera vraiment votre espace de travail. Vous pourrez aller visiter tous les mentors à ce niveau-là. Je
je vais éviter de charger. Voilà. Donc, on voit vraiment les spécialités de chacun et il est possible de prendre rendez-vous avec eux. J'en profite pendant que j'en suis à ce moment-là. Quand vous prendrez rendez-vous avec eux, cela prendra forme d'un Google Sheet pour le moment. Et dans les cases vertes, il vous suffira de noter votre nom d'équipe pour prendre un rendez-vous de 30 minutes avec le mentor de votre choix. Bien sûr, ce document est accessible sur la plateforme. Ensuite, quand vous allez sur votre projet, je vais charger encore 2 minutes, excusez-moi. Bon, ça prend un peu plus de temps que prévu. Mais sur votre projet, vous découvrirez du coup toutes les informations, tous les documents que vous voulez partager avec votre équipe, et notamment le lien vers la conférence audio. Très important, encore une fois, je vous le dis, de mettre, si vous n'utilisez pas le lien qu'on vous a proposé, de bien mettre le nouveau lien pour que les mentors et les facilitateurs n'aient pas à vous le chercher. Pareil, pour l'inscription des facilitateurs, on est en train de la mettre en place. J'ai un truc qui me gêne. Bon. Voilà, j'ai le truc Zoom qui m'embêtait. Parfait. Pour l'inscription des facilitateurs, même forme. Par contre, c'est des créneaux de 20 minutes. Prenez chaque journée, vous devez avoir un créneau. Il y a plusieurs facilitateurs à votre disposition. Ils vous sont assignés automatiquement. Mais pensez bien à vous inscrire dès ce soir, parce que dès demain après-midi, il y a une session de facilitation et des mentors qui sont déjà disponibles pour échanger avec vous dès demain matin. Finalement, voilà, le Slack, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une messagerie instantanée sous forme de différents canaux. On vous invite énormément à d'ores et déjà à vous présenter. Et surtout, si vous n'avez pas encore une équipe, allez voir dans leur recherche de compétences. Beaucoup de porteurs de projets sont en train d'expliquer leurs projets, notamment aussi des personnes qui n'ont pas trouvé leur projet se proposent leurs compétences. Et c'est là-dessus que le matching pour les inscriptions sera le plus dynamique. De mon côté, j'ai fait le tour. Et je vous remercie pour votre attention. Excusez-moi. Merci beaucoup Thibaut pour cette présentation détaillée. De toute manière, si vous n'avez pas réussi à tout suivre, tout se trouve sur la plateforme. Si vous avez une question, envoyez-la sur Slack. Toute l'équipe est mobilisée de toute façon pour vous répondre et faire en sorte que vous ne restiez pas perdu ou bloqué. Je crois qu'il y a un petit souci qui est remonté, comme quoi le bouton rejoindre des projets n'apparaissait plus. Alors on va remédier à ça. Merci beaucoup de l'avoir fait remonter. Vous avez raison, on peut encore rejoindre les projets jusqu'à demain 14h et on peut encore s'inscrire en tant que participant jusqu'à demain également. Maintenant, sans plus tarder, on va s'intéresser aux données avec une présentation rapide d'Etalab, Mathilde Hoang et Antonin Garonne. Vous le verrez, il y a de l'open data, mais il n'y a pas que ça. Comme l'a déjà dit Monsieur Marchal, tous les DPE vous ont été mis en accès et débloqués pour le hackathon et on a beaucoup de jeux de données en accès restreint qui vous seront ouverts également. Donc Mathilde et Antonin, je vous laisse la parole. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre participation. On est vraiment très, très heureux de participer à l'organisation du hackathon aujourd'hui. Donc, je m'appelle Mathilde Hoang, je suis en charge de l'Open Data Etalab. Etalab, c'est quoi? C'est une mission qui appartient à la direction interministérielle du numérique et qui a pour objectif de mettre en œuvre la politique de la donnée. Alors, pendant le hackathon, on va parler de mesures d'impact des travaux, on va parler d'évaluation des coûts de travaux, de caractérisation du parc immobilier, donc de beaucoup de sujets. Alors, j'allume ma vidéo, si ça fonctionne. Et tous ces sujets, en fait, ils vont être traités à partir de la donnée. C'est-à-dire que pour chacun des défis, il vous sera demandé d'utiliser les données que nous, on vous met à disposition. Quand je dis utiliser, c'est découvrir les données, c'est les croiser, c'est les exploiter, c'est les intégrer dans des solutions qui sont innovantes. Donc, vous avez bien compris, la place de la donnée et de son exploitation va être au cœur du hackathon et de la réussite de vos projets. Bon, alors, la bonne nouvelle, c'est que depuis plusieurs mois, on travaille avec les différents partenaires pour vous mettre à disposition des données.
Donc, parmi les partenaires, il y a des ministères, il y a des établissements publics, mais il y a aussi des collectivités locales, des acteurs privés. Donc, pendant le hackathon, on va avoir deux types de données qui vont être mises à disposition. D'abord, des données qui sont en open data et qui sont directement publiées sur data.gouv.fr. Et ensuite, des données qui, pour des raisons légales, ne peuvent pas être publiées en open data, qui vont être mises à disposition via un serveur sécurisé. Donc, il y aura toutes les informations sur le portail. Ce sera très simple d'accéder à ces données. Alors, je ne vais pas présenter tous les jeux de données qui sont mis à disposition parce qu'il y en a beaucoup, mais rapidement, vous allez pouvoir découvrir des données qui sont à une échelle nationale. Donc, par exemple, les données de l'ADEME et notamment les données de la base de données des diagnostics de performance énergétique qui a été spécialement publiée en open data aujourd'hui. On l'a largement souligné et moi, je tiens à saluer le travail qui a été réalisé par l'ADEME ces derniers mois pour permettre la publication de ces données qui est très, très attendue. Donc, on est vraiment très heureux de pouvoir publier aujourd'hui les données. Il y a également des données du ministère de la Transition écologique et solidaire, notamment la base Citadel qui est mise à disposition sur le serveur, ou encore des données relatives aux transactions immobilières qui sont mises à disposition par la DGFiP ou le CEREMA. Mais au-delà de ces données nationales, puisqu'on est sur un hackathon qui est sur un territoire donné, on met aussi à disposition des données locales grâce notamment à la métropole Grenoble, donc des données ici du simulateur du système de chauffage ou encore des données de consommation à la maille adresse du territoire de Grenoble métropole grâce à GRDF et Enedis. Donc, bien sûr, ça, c'est des données qui sont relatives à la transition énergétique des bâtiments. C'est des données qui sont relatives donc, au hackathon. Mais on peut également utiliser d'autres données qui sont publiées en open data sur data.gouv.fr ou encore sur d'autres portails open data qui sont ceux des opérateurs, par exemple l'ADEME ou des portails des collectivités locales. Moi, je vous encourage aussi à découvrir les données du service public de la donnée qui sont disponibles sur data.gouv.fr et qui contient notamment des bases de l'adresse nationale, le cadastre, ou encore le registre des entreprises. Donc, c'est des données vraiment socles qui vous permettront de croiser ces données avec des données plus thématiques et de proposer des services très innovants. Je vais laisser Antonin prendre la parole pour vous présenter les différents outils que vous pourrez utiliser durant le hackathon. Merci Mathilde. Bonjour à tous, Antonin Garonne. Je suis chargé de mission Open Data à Etalab. Donc, on a mis en place plusieurs outils dans le cadre de ce hackathon. Le premier, c'est afin de vous apporter une vue d'ensemble des données qui sont disponibles pour cet événement, ainsi que leurs principales caractéristiques, leur description, leur format, le périmètre géographique des données, etc., mais aussi d'y rattacher de la documentation. On a conçu un inventaire en ligne que vous pourrez retrouver sur le toolkit qui a été présenté, mais également sur Slack, sur la chaîne Help Data. Si vous avez besoin d'un jeu de données que vous ne trouvez pas dans l'inventaire, vous pouvez décrire votre besoin dans un formulaire qu'on a mis en place qui est disponible sur ces mêmes plateformes. Il y a d'autres outils également à votre disposition sur le toolkit, notamment des outils géographiques pour géocoder des données, c'est-à-dire affecter des coordonnées géographiques à une adresse postale, ou encore des outils pour intégrer les références cadastrales à vos applications. Mathilde, je te laisse. Oui, voilà. Donc, nous, notre présence durant l'hackathon, elle sera vraiment assurée durant les 10 prochains jours. On sera évidemment présent sur le Slack. On participera avec Geoffrey Aldeber et moi à des sessions de mentoring. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de savoir plus sur les données, si vous avez besoin de trouver un nouveau jeu de données que vous n'avez pas, ou en fait, si vous avez tout simplement envie de discuter d'open data, on sera ravis de parler avec vous. Donc, on est vraiment content de participer. On vous souhaite bon courage. N'oubliez pas que c'est un hackathon qui est aussi une opportunité pour apprendre des nouvelles choses, pour rencontrer de nouvelles personnes et surtout pour s'amuser. Donc, amusez-vous bien et je vous souhaite un très bon hackathon. Merci beaucoup Mathilde. Du coup, j'en profite, je te pose une question en direct. Dans le chat, on a la question d'un participant qui nous demande, voilà, est-ce qu'il est possible de proposer des données qui ne sont pas actuellement disponibles, qui ne sont pas actuellement fournies dans le cadre du hackathon. En gros, est-ce que des participants peuvent proposer leur propre jeu de données aux autres participants? Et dans ce cas-là, quel serait le process? Alors, il est tout à fait possible de proposer des données complémentaires. Je vous invite à vous connecter sur la plateforme data.gouv.fr et vous êtes libre de publier ces jeux de données sur la plateforme. Donc, vraiment, n'importe qui peut publier les jeux de données. Évidemment, ça doit rester dans le cadre du RGPD, donc pas de données à caractère personnel sans le consentement des personnes ou sans une disposition légale qui le permet. Mais du moment qu'on respecte les secrets industriels, légaux et le RGPD, il n'y a aucun souci pour publier des données sur data.gouv.fr. Top. Merci beaucoup Mathilde. J'espère que ça a répondu à votre question. Eh bien, on arrive à la fin de cet événement de lancement. On va finir par la session de questions-réponses.
Alors, est-ce qu'on a été très efficace? On a réussi à répondre à toutes vos questions en live pendant qu'on faisait le kick-off, ou est-ce que vous avez encore des questions à nous poser? Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous les tapez dans questions et réponses. C'est la deuxième petite icône au milieu. Dans le cas échéant, je vous invite vraiment, si vous n'avez pas des questions tout de suite, Louis et moi et le reste de l'équipe nous serons vraiment à votre disposition sur le Slack. Donc, n'hésitez pas si tout au long du hackathon, vous avez des questions qui commencent à remonter. Alors c'est des questions pour vous, Louis. Je vous la pose. Que se passe-t-il pour les participants qui ne peuvent pas rejoindre des équipes? Ne vous inquiétez pas, on va prendre soin de vous. Thibaut va vous expliquer. En effet, déjà, normalement, tout le monde peut rejoindre des équipes. Il y a dû y avoir un souci avec la plateforme. Merci de nous avoir fait remonter le problème. Notre développeur, il est dessus. Dans quelques minutes, vous pourrez rejoindre à nouveau les équipes. Et si il y a en effet des participants qui n'ont pas d'équipe, on va venir vers vous à la fin des inscriptions, fin de matinée surtout demain, pour savoir si vous voulez créer une équipe ensemble et vraiment partir, à mon avis, ce sera du coup les projets les plus jeunes et en fait échanger entre vous s'il y a une problématique qui vous intéresse et sur laquelle vous voulez travailler ensemble. Merci Thibaut. Alors en fait, la question que je t'ai posée, Mathilde, ce n'était pas exactement la question posée, c'était un peu dans l'autre sens. Ça portait sur les jeux de données qui ne sont pas en possession des équipes, mais qui pourraient être utiles pour finaliser le projet. Alors, je vois que Yannick Pache, vous voudriez répondre à cette question? Non, j'ai fait une fausse manip, pardon. Pardon. Non, pas de problème. Alors, du coup, je pense que je peux essayer de répondre à la question. Ce que je vous propose, c'est que si vous êtes en face de cette situation, vous pouvez envoyer un message sur le Slack et voir si on peut éventuellement trouver les jeux de données dont vous avez besoin. Parfois, c'est des jeux de données qui sont en open data, mais qu'on n'a pas forcément trouvé. Donc, on peut vous aider à essayer d'accéder à cette donnée. Parfois, pour des raisons de confidentialité et de RGPD, la donnée n'est effectivement pas disponible. Et donc, l'enjeu pour vous, ça sera de voir comment faire pour utiliser d'autres jeux de données pour arriver à un résultat. Donc, des proxys. Ça fait aussi partie des challenges et qui est important pour nous. Si vous avez des difficultés, que vous n'avez pas les jeux de données, faites-nous les remonter. C'est important aussi, comme l'a rappelé Emmanuel Constantin, de savoir quelles sont les données soit parce qu'elles n'existent pas, la collecte n'a pas été faite, soit qu'elles existent mais qu'elles ne sont pas encore en open data, donc vous avez besoin. Ça fait aussi partie des choses qui sont intéressantes à remonter. Alors, et pour te compléter, peut-être, Hélène, vraiment c'est en totale complémentarité avec toi, on est en train de mettre à disposition un Airtable où tous les participants pourront justement demander les jeux de données avec une granularité nécessaire. Et s'ils le savent, le producteur affilié à ce jeu de données. Donc, ne vous inquiétez pas, on vous mettra à disposition dès ce soir, je pense, un Airtable qui permet de faire remonter tous les besoins. Merci Mathilde. Alors ensuite, la question de Davy. Pouvez-vous préciser le régime de propriété intellectuelle des livrables résultats? Qui prend la question? Thibaut ou Benoît, peut-être? Alors, je peux commencer, mais voilà, Benoît, je vous laisse la main. Voilà. Pardon, oui. Les livrables sont de plusieurs ordres. C'est déjà effectivement une vidéo, mais c'est aussi fournir des éléments sur votre production en termes si vous avez fait de la data vision, en termes de production, de fital de votre outil de data vision. Si c'est du codage, l'outil, ce que vous avez codé. La production également matérielle qui a été réalisée seront également très importants dans cette phase-là. Les travaux que vous avez réalisés pour justifier la preuve de concept de votre innovation, notamment le travail avec les utilisateurs. Et ça fait partie des 5 grands critères que vous retrouverez dans le règlement. C'est sur la base desquels les différentes productions seront évaluées. Mais c'est ce qu'a indiqué tout à l'heure Thibaut est important.
si on a maintenant 12 jours dans le cadre de ce hackathon, ça nous laisse un peu de temps pour avoir une approche avec des utilisateurs et adapter nos productions aux besoins des utilisateurs. Merci Benoît. Je crois que la question aussi portait sur le régime de propriété intellectuelle des livrables et des résultats, donc des prototypes développés par les participants. Oui, et ça également, on le retrouve également dans le règlement qui est en ligne. Je reviens dans une petite seconde. Vous pouvez répondre à une autre question, Parfait. Comme ça je vous donnerai la réponse précise. Très bien. Écoutez, Benoît, ce que tu peux faire, c'est peut-être répondre. Oui, la poster, effectivement. Oui. Et la poster pour que tout le monde l'ait. D'ailleurs, j'invite aussi les uns et les autres à répondre aussi directement en tapant, parce que je ne pense pas qu'on va pouvoir prendre toutes les questions à l'oral. Donc, je reste sur la partie données. Une question de Clément. Bonjour, à quel moment les datasets dits fermés seront-ils disponibles, Mathilde? Ils le seront dès la fin de cette allocution, il me semble. Bon, donc dans quelques dizaines de minutes. Donc, je reste sur les données. Que doit-on faire si on trouve des anomalies sur des jeux de données? Alors, Etalab est très bien organisé pour faire remonter les anomalies. Je te laisse, Mathilde, répondre. Oui, tout à fait. Alors, n'hésitez pas à faire remonter les anomalies sur le channel Slack. Nous, on fera un travail de consolidation des différentes observations. Et évidemment, on ira soit discuter avec les producteurs de données, soit on essaiera de répondre à vos questions et essayer de comprendre avec vous pourquoi est-ce qu'il y a une anomalie. Dans tous les cas, il n'y a pas un processus automatique de montant qui était de la donnée, parce que chaque anomalie et chaque jeu de données a ses propres spécificités, mais on sera disponible pour regarder avec vous les jeux de données et vous aider à exploiter mieux la donnée lorsqu'il y a un blocage. J'en profite également pour ajouter que sur le channel Slack, sur le Slack, pardon, il y a un channel qui est justement dédié aux données qui s'appelle help-data, sur lequel vous pourrez poser toutes vos questions et faire remonter d'éventuelles anomalies. Voilà. Alors, je vois une dernière question qui nous est posée. Donc là, c'est votre dernière chance si vous avez une question pour la poser en direct. Sinon, je vous invite à poser la question sur Slack. De Fares, aurons-nous l'occasion de peaufiner le prototype même après l'avoir rendu en préparation du tout dernier livrable? Je vois qu'on a déjà J'étais en train de... la question. J'étais parti dans une rédaction. Du coup, tu peux répondre en direct? Oui, bien sûr. Alors, vraiment, la deadline est très importante. Tout d'abord, par souci de rendre ça équitable. Vraiment, à 18h, il faut que toutes les vidéos soient livrées. Je vous conseille vraiment, et même il me semble qu'on l'oblige, de rendre aussi ce côté prototype, en fait, une vidéo qui montre comment ça se passe, votre prototype, parce que sinon, vous risquez que les jurys... Vous risquez que les jurys ne comprennent pas votre prototype. Donc, il est mieux de présenter votre prototype. Et puis, en fait, tout simplement, la notation, enfin, en tout cas, la visualisation de tous les livrables va commencer tout de suite après cette deadline des 18h. Donc, on ne pourra pas accepter un prototype par la suite. Merci beaucoup, Thibaut. Je mets juste un dernier mot. C'est une étape prototype au niveau du hackathon, mais bien sûr, je vous conseille quand même, quoi qu'il arrive, continuer à le développer, parce que ce serait le but, c'est quand même que votre projet continue par la suite. Oui, je vais mettre en ligne les éléments relatifs aux livrables et leur protection. Donc, tous les livrables sont sous réserve d'intégrer des licences libres. Ils sont protégés par des dispositions en matière de collaboration au sens de l'article du Code de la propriété intellectuelle. Je viens de mettre en ligne les éléments. Donc, les participants sont co-auteurs. Donc, c'est vrai que c'est important qu'il y ait une bonne entente entre les auteurs, entre différents membres des équipes pour qu'effectivement, par la suite, vous puissiez développer ensemble votre prototype après l'événement. Merci beaucoup, Benoît. Bien, écoutez, je crois qu'on est arrivé à la fin des questions pour le moment. J'imagine que vous en aurez beaucoup d'autres au moment où vous commencerez à
rentrer dans les données, à discuter avec les mentors métiers pour mieux comprendre les problématiques, pour tester vos hypothèses, les confronter à la réalité, découvrir en faisant parler les données de nouvelles corrélations qui seraient peut-être restées sous le radar jusqu'à présent. Donc vraiment, le maître mot de ce hackathon, c'est faites-vous plaisir, épatez-nous, challengez-nous, sollicitez-nous. On est vraiment là pour vous pendant ces 11 jours. Et je pense que de toute façon, collectivement, on va tous vers le même but, qui est de arriver jusqu'à cette société neutre en carbone qui nous permettra à tous, à nous et à nos enfants et à nos petits-enfants de pouvoir vivre une vie sur une belle planète qu'on aura réussi à préserver. Donc, merci encore d'avoir assisté à cette réunion de lancement. On est tous très excités de voir ce que vous allez pouvoir faire avec les données qu'on met à votre disposition. Et encore une fois, on est vraiment là pour vous sur Slack, lors des séances de coaching que vous allez pouvoir avoir avec les coachs de Schoolab et les discussions que vous allez pouvoir avoir avec les mentors métiers des organisations du ministère et des organisations partenaires. Donc, écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne fin de soirée. J'espère que vous trouverez tous le projet et l'équipe qui vous convient. Et on vous donne rendez-vous dans quelques jours. Et merci pour votre participation et à bientôt. Au revoir à tous.